l'actualité ce soir, rassemblements et manifestations, des lycéens, étudiants et enseignants ont défilé dans les grandes villes pour dénoncer ce qu'ils nomment le manque d'investissement dans l'éducation. Réponse de Xavier Darcos, les réformes se feront, je ne suis pas le ministre de l'hésitation nationale. Après les affrontements, la grève en Grèce, les arrêts de travail ont paralysé une partie du secteur public. Que signifient vraiment les accusations de corruption? Élément de réponse dans un instant. Ramayad en difficulté, Bernard Kouchner ne veut plus d'un secrétariat aux droits de l'homme. Pour lui, il y a contradiction avec la diplomatie. Nous y consacrerons le débat de ce soir. Une campagne de sensibilisation pour proscrire l'alcool pendant la grossesse. Il s'agit de la première cause non génétique de handicap mental chez l'enfant. C'est le dossier de cette édition. Et puis le Vendée Globe, c'est terminé pour Loïc Perron. Il était l'un des favoris. Son mât s'est cassé à l'approche du pôle Sud. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, cet heureux dénouement après l'enlèvement d'un nouveau-né à Orthez, on en parlait hier soir. Le bébé a été retrouvé sain et sauf au domicile d'une femme de 48 ans, déjà mère de 6 enfants. David Bazier, Bernard Bonarme sur place. Dans son couffin rouge, c'est un bébé en bonne santé qui réintègre la maternité d'Orthez. Durant son enlèvement, le nourrisson de 3 jours a tout de même reçu des biberons de sa ravisseuse. Cet adorable petit garçon que j'ai eu le plaisir de voir tout à l'heure, il vient d'arriver, donc il a été transféré sur le centre hospitalier d'Orthez. Il est dans le service de maternité où évidemment on s'occupe de lui. 15 heures après le déclenchement du plan alerte enlèvement, c'est un frère suspectant sa sœur qui a prévenu les gendarmes. Le frère a pensé à sa sœur, sachant que celle-ci lui avait téléphoné en lui disant qu'elle venait d'accoucher la veille d'un bébé. Or, pour sa part, il savait qu'elle n'était pas enceinte. Entre autres éléments, au regard de ce qu'il sait de sa sœur, c'est ce qui a attiré son attention et a justifié son appel. 48 ans, mère de 6 adolescents, la femme a rapidement avoué. Mais elle ne peut donner aucune explication à son geste. Quelques heures avant le dénouement heureux, le père du nourrisson lui lançait un appel. J'ai envie de parler à cette personne, quelle qu'elle soit, pour lui dire que si elle revient nous ramener notre enfant, elle sera accueillie, elle ne sera pas jugée. On l'entendra dans sa détresse parce que je pense que c'est quelqu'un qui souffre. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Dès hier soir, sur les ondes et sur les routes, l'appel à la population a fonctionné. Très peu de coups de téléphone fantaisistes. Dans les appels, il y a beaucoup de gens très sérieux qui essayent de nous aider à découvrir cet enfant. La mobilisation d'un grand nombre de gendarmes a certainement eu un effet psychologique sur la ravisseuse et a permis en moins d'une heure de passer du renseignement à l'interpellation. Oui, c'est la 7e fois que ce dispositif alerte enlèvement est utilisé et c'est la 7e fois que l'enfant est retrouvé. Dans l'actualité également, cet accident rare sur une voie de TGV, on l'a appris il y a moins d'une heure. 2 personnes ont été percutées et tuées sur la ligne Paris-Nice, près de la ville de Toulon. Bonsoir Stéphane Despinois, vous êtes notre correspondant dans la région et vous avez des précisions. Eh bien David, il s'agirait d'un double suicide. Une mère et sa fille qui marchaient sur les voies ont été percutées par une motrice de TGV. Cela s'est produit à 17h43 exactement à hauteur de Solliès-Pont. Selon la préfecture du Var, les 2 femmes ont laissé une lettre. Elles étaient apparemment sous le choc du décès d'un proche dans les mêmes conditions. Ce soir, le trafic ferroviaire est bien évidemment interrompu dans les 2 sens entre Marseille et Nice. Et les trains accusent pour l'instant des retards allant de 1 à 3 heures. Voilà David. Merci Stéphane pour ces précisions. Il s'agirait donc d'un suicide, vous l'avez entendu. Autre titre ce soir, la situation dans certains lycées. Le mécontentement gronde, même s'il reste minoritaire. Il ne s'agissait pas aujourd'hui d'une nouvelle journée de grève, mais de manifestations un peu partout en France sur le thème du désengagement de l'État et des suppressions de postes. Mallory Aounou, Jean-Marc Nouknouk. Le mouvement est juste amorcé qu'il faut déjà brider les lycéens en colère. Ce matin, dans l'académie de Caen, une trentaine d'établissements est bloquée. Un mode d'action radical. Nous, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait d'abord faire des assemblées générales, dont une à 10h ce matin. Et donc, ils sont venus avec des poubelles en faisant les malins. Il y a eu quelques heures entre lycéens, ce qui me gêne un petit peu. Et puis, ils ont vidé des instincteurs. Manifestations, occupations, y compris nocturnes, se multiplient contre la réforme du lycée. Pour les secondes, elle doit s'appliquer dès la rentrée prochaine, un calendrier qu'élèves, comme parents, jugent intenable. Ensemble on va
Les élèves de 3e qui sont quand même, à ce jour, des professeurs travaillent sur l'orientation, n'ont aucune information, c'est-à-dire c'est le flou artistique le plus total. Ils savent juste que l'année sera divisée en semestres, qu'elle comptera un peu moins d'heures de cours et des matières au choix. Pour le reste, l'incertitude alimente toutes sortes d'inquiétudes, fondées ou non. On ne peut pas réformer la seconde sans changer la première et la terminale. C'est un peu absurde. Leur diplôme n'aura plus la même valeur. Puis tous les lycées n'auront pas les mêmes options aussi. Il y aura des suppressions de postes, c'est n'importe quoi. Vous êtes venus? Face à la montée du mécontentement, les proviseurs redoutent un mois de janvier mouvementé. Ça peut s'amplifier si le gouvernement ne prend pas la mesure des choses. Et je crois qu'il est temps qu'il en prenne la mesure des choses. Souvent, c'est avec retard et c'est beaucoup plus difficile de faire rentrer les lycéens dans les établissements que de les faire sortir. Le ministère promet des précisions pour le 15 décembre, avant les vacances. Mais les manifestants qui tractaient toujours ce soir à Paris ont ajouté une nouvelle revendication sur leur liste de Noël. Et le ministre de l'Éducation Xavier Darcos dénonce, je cite, les mensonges ou les informations erronées sur ces projets. Les réformes se poursuivront, dit-il. Il reconnaît par ailleurs que certaines violences en marge des manifestations sont inquiétantes. Direction la Grèce maintenant, toujours plongée dans la crise. Cette journée a été marquée par une grève convoquée de longue date par les syndicats et qui a paralysé notamment une partie du service public pour dénoncer, je cite, la politique d'austérité. Et comme chaque jour désormais, vous le voyez, les manifestations ont dégénéré en affrontement avec la police. Ils sont restés toutefois un peu plus limités qu'hier, mais la tension est ravivée par un document filmé sur les méthodes utilisées par la police. Bonsoir Claude Samper, vous êtes en direct à Athènes. De quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, la télévision grecque a diffusé des images stupéfiantes qui provoquent ici un véritable scandale. Sur ces images, on voit clairement des policiers lors des manifestations de ces derniers jours avec leurs armes de service à la main. Deux documents amateurs. Sur le premier, on voit un policier anti-émeute avec sa tenue verte, son casque blanc. Il se cache derrière un poteau et il tient à la main un revolver. Sur le deuxième document tourné juste après les obsèques du jeune Alexis hier, c'est encore plus net. On voit un policier qui tient ce revolver à la main et il tire à plusieurs reprises. Il aurait tiré une dizaine de fois. Et il tire à balles réelles, ce qui est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, les manifestants ont ramassé à terre les douilles pour bien prouver que ce policier avait tiré à balles réelles. Alors ces images de la télévision grecque, reprises ce matin par l'ensemble des journaux grecs, provoquent ici un énorme débat sur les méthodes utilisées par la police lors des manifestations. Et vous pouvez bien l'imaginer, la diffusion de ces images a provoqué ici, de nouveau, une très vive tension. Claude Samper à Athènes, merci Claude. À noter que selon les premiers résultats de l'autopsie, la balle qui a tué l'adolescent de 15 ans samedi dernier aurait ricoché avant de l'atteindre. Autrement dit, il n'était pas visé directement. Alors l'opinion ou la presse grecque reproche au gouvernement sa passivité devant les casseurs, mais on a beaucoup entendu également ces derniers jours des accusations de corruption. Que recoupent ces accusations? Explication Renaud Bernard, Thierry Breton. Une rage destructrice. Derrière la mort d'un lycéen de 15 ans, c'est tout un système que contestent les émeutiers. À tous les niveaux, il y a une corruption généralisée et tout le monde le sait. À l'ombre des pères de la démocratie se cache le 5e pays le plus corrompu d'Europe. 9 Grecs sur 10 se seraient déjà vu demander un pot de vin. L'un des piliers de la société, l'Église orthodoxe, n'échappe pas à la règle. Cet automne, les moines du mont Athos ont reconnu avoir spéculé sur la vente de terrains achetés à prix d'amis avec la complicité d'un ministre du gouvernement. Et auparavant, le primat grec Christotodolous avait dû reconnaître ses liens avec un trafiquant de drogue. Voici la photo qu'il a obligé à avouer. Scandale encore, mais politique, dénoncé ici dans la presse. En fait, en Grèce, la corruption est endémique, c'est reconnu au plus haut niveau de l'État. Il y a une augmentation de la corruption partout, ça c'est clair. Face à ça, il y a la génération 600 €. C'est le salaire moyen des jeunes diplômés en Grèce. Pour la plupart enfants de la bourgeoisie qui manifestent contre un système dont eux ne profitent pas. C'est de la frustration. Vous êtes dans une situation où vos attentes ne correspondent pas à la réalité. Vous ne savez pas qui est le responsable. Évidemment, c'est très difficile d'admettre que en fait, les difficultés viennent de vous-même ou de vos parents. Au terme de 4 jours d'émeute, le gouvernement grec n'a pour l'instant apporté aucune réponse à ce malaise.
En France, c'est la polémique du jour. Bernard Kouchner fait son mea culpa et il y a, si l'on peut dire, des dégâts collatéraux. Le ministre des Affaires étrangères estime qu'avoir créé un secrétariat d'État aux droits de l'homme était une erreur. Alors c'est une phrase à double détente. Le premier aspect concerne l'idée qu'on se fait de la politique étrangère. On y viendra dans un instant. L'autre aspect concerne directement la titulaire du poste, Ramayad. Ramayad en difficulté depuis quelques jours et dont on dit qu'elle pourrait bientôt quitter le gouvernement. Alex Bouillaguet, David Dameda. Nicolas Sarkozy y pense tout bas depuis des mois. Ce matin, Bernard Kouchner l'a dit tout haut. La création d'un secrétariat d'État aux droits de l'homme était une erreur. Mais non, c'est ambigu, c'est tout. Et comme c'est moi qui l'ai proposé, je fais amende honorable sur le fond, pas sur Ramayad, que j'aime et que je respecte, et dont je respecte le travail. Pas vraiment de quoi réconforter Ramayad. Au cours d'une remise de prix sans jamais citer Bernard Kouchner, elle a tenté de défendre son portefeuille. La France des droits de l'homme n'a pas renoncé à son ambition d'être le pays des droits de l'homme. Les Français savent que les droits de l'homme servent à quelque chose. Et vous savez qu'on ne construit jamais rien sur le renoncement. Ultime rebondissement dans le parcours d'une étoile qui semble perdre de sa superbe. Car ces derniers temps à l'Élysée, on s'agace ouvertement de ses caprices. Le dernier en date, son refus d'être candidate aux européennes malgré les pressions répétées de Nicolas Sarkozy. Je suis davantage motivée par un mandat national que par un mandat européen, qui me semble aujourd'hui prématuré. Un nom ferme qui exaspère le chef de l'État et suscite les critiques au sein du gouvernement. Lorsqu'on a été choisi par le président de la République, si dans la stratégie politique, pour conduire des batailles, on a besoin de vous, il faut y aller. En représailles, plus question pour Nicolas Sarkozy de la nommer secrétaire d'État aux affaires européennes. Certains disent que Ramayad pourrait faire les frais du grand remaniement attendu l'année prochaine. Et ironie du calendrier, Ramayad et Bernard Kouchner se sont retrouvés côte à côte, place du Trocadéro à Paris il y a quelques instants pour une cérémonie précisément consacrée au 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors on en vient maintenant au débat de fond. Redécouvrons d'abord cette phrase de Bernard Kouchner qui retient l'attention ce soir. Il y a contradiction permanente entre les droits de l'homme et la politique étrangère d'un État. C'est un pavé dans la mare et une rupture avec les discours habituels. Personne ne conteste que les droits de l'homme sont un référent, un idéal, mais cette philosophie doit-elle, peut-elle être au cœur de la diplomatie, qui est souvent l'art du compromis? Voici les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Droits de l'homme et diplomatie, le débat avec Philippe Rochaud et Jean-Jacques Le Garec. Ces manifestations contre les intérêts français en Chine montrent que nous payons le prix de notre politique de soutien au Tibet et au Dalai Lama. Alors les actions pour les droits de l'homme peuvent-elles guider notre diplomatie ? Ce qui guide ces actions, ce sont les intérêts nationaux, du moins l'idée qu'on s'en fait, c'est-à-dire intérêts économiques, stratégiques, diplomatiques. Les droits de l'homme venant, évidemment, ici et là, teinter, colorer, influencer cette diplomatie, mais certainement pas la guider. Je pense que les droits de l'homme sont un élément de la diplomatie. Je pense qu'un pays comme la France ne peut pas être taisante et ne peut pas ignorer les atteintes aux droits de l'homme qui existent dans un certain nombre de lieux. La France affiche facilement son soutien aux droits de l'homme, c'est aussi sa fierté. Mais faut-il utiliser cela comme l'étendard de notre politique ? Je ne m'occupe pas de diplomatie. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a des gens qui sont persécutés au Tibet et qu'on ne peut pas être taisant sur ce sujet. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Les droits de l'homme sont souvent utilisés comme un étendard. Ils l'ont été au moment de la guerre froide, ils l'ont été ces dernières années. Par exemple, rappelez-vous, les gens qui ont défendu la guerre en Irak, l'invasion de l'Irak, prenaient cette position au nom des droits de l'homme. Donc on voit bien que ça peut être un étendard, voire même une rhétorique belliqueuse. Des dizaines de pays au monde ne mettent jamais en avant cette notion de droits de l'homme. Alors est-ce un concept purement occidental ? Il n'y a pas de conception occidentale des droits de l'homme. Oui, est-ce qu'il y a une conception occidentale du droit à ne pas être torturé? Est-ce qu'il y a une conception occidentale du droit à ne pas être réduit en esclavage? Est-ce qu'il y a une conception occidentale de la présomption d'innocence? Historiquement, les droits de l'homme sont un concept occidental. En effet, ils sont nés en France, en Grande-Bretagne en particulier, mais ils sont largement repris comme un levier d'action par des sociétés, par des individus en dehors de l'Occident. Mais quelle que soit la méthode, l'action de la France en faveur des droits de l'homme aura permis de sauver des milliers de vies humaines qui valaient sans doute le sacrifice de quelques contrats.
Un scandale aux États-Unis qui embarrasse Barack Obama, même s'il n'est pas directement concerné. Lorsqu'il a été élu, le futur président a libéré son siège de sénateur de l'Illinois. Là-bas aux États-Unis, il n'y a pas d'élection partielle. C'est le gouverneur de l'État concerné qui désigne un successeur. Eh bien, ce gouverneur vient d'être inculpé de corruption. Il est accusé d'avoir voulu monnayer ce siège de sénateur. À New York, Alain Chalvron, Ariel Monange. Jeune, sympathique, dynamique, Rod Blagojevich avait été élu en 2002 gouverneur de l'Illinois comme monsieur propre, succédant à un républicain condamné à 6 ans de prison pour corruption. Hélas, 3 fois hélas, la ville d'Al Capone, des flics pourris et des politiciens mafieux traîne une sorte de malédiction. Lorsque Barack Obama est élu le 4 novembre, se libère donc ipso facto son siège de sénateur. Et d'après la loi, bizarrement, c'est le gouverneur qui doit en nommer le successeur. Et plutôt que de voir l'intérêt général, Blagojevich voit des dollars. Voici les propres mots du gouverneur à propos du siège de sénateur. Il a dit « C'est une foutue bonne affaire qu'on ne laissera pas partir pour rien ». Le gouverneur met ainsi littéralement le poste aux enchères. C'est à qui payera le plus. Un job pour sa femme, un job pour lui, 500 000 $, 1 million. Tout ça au téléphone, soigneusement enregistré par le FBI. Hier au petit matin, il est donc arrêté, après avoir, semble-t-il, songé finalement à se donner le siège de sénateur à lui-même, obligeant Barack Obama à une mise au point. Je n'ai eu aucun contact avec le gouverneur ou son bureau. Je n'étais donc pas au courant de ce qui se passait. C'est en tout cas le premier accroc dans l'image si lisse du président élu. Cette affaire vient rappeler qu'il est après tout lui aussi un pur produit de Chicago, la corrompue. Et ce soir, Barack Obama demande la démission du gouverneur de l'Illinois. En bref, encore, la France tient sa promesse à l'égard de la Colombie. Un premier guérillero des FARC, repenti, a été accueilli à Paris. Il avait fait un geste il y a quelques années en libérant un parlementaire et il a déserté il y a 1 mois et demi. Il devrait recevoir une récompense de plusieurs centaines de milliers de dollars du gouvernement colombien. Ingrid Betancourt l'a accompagné entre Bogota et Paris. La crise économique et financière, avec d'abord cette image rare, celle d'une manifestation d'employés à Shanghai, en Chine. Près de 1000 ouvriers et ouvrières d'une usine d'équipement informatique ont réclamé leurs primes impayées d'heures supplémentaires. La Chine subit elle aussi de plein fouet les effets du ralentissement. Des effets qui se font sentir également en France. À chaque jour son chiffre. On a appris aujourd'hui que la production industrielle avait chuté de 2,7% au mois d'octobre. C'est la conséquence notamment de l'effondrement de la production automobile. Une crise qui révèle ses scandales aussi en France. On a appris aujourd'hui que la société Eco-Emballage, un organisme qui assure des missions publiques, avait investi une grosse partie de sa trésorerie, 60 millions d'euros, dans un paradis fiscal à Zurich. Les fonds sont aujourd'hui bloqués. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, parle d'une affaire hallucinante. Valérie Lerouge, Isabelle Layani, explication. Ce logo, vous l'avez déjà vu. C'est celui d'Eco-Emballage. Il est sur 95% des produits du supermarché. Les 2 flèches ne signifient pas forcément que votre pot de yaourt est recyclable, mais que son fabricant paye pour financer le tri sélectif. Les industriels versent en moyenne 0,6 centimes par produit à Eco-Emballage, qui collecte les fonds avant de les reverser aux mairies et autres collectivités locales pour le tri des déchets. Mais pour faire travailler cet argent, la société en a placé 20% sur des fonds risqués via une banque suisse et dans des paradis fiscaux. La crise boursière est passée par là et 60 millions d'euros sont aujourd'hui menacés. Le traitement des déchets ménagers, c'est un service public opéré par des collectivités publiques. Donc il me paraît normal que les sommes destinées aux collectivités publiques soient sécurisées. C'est pas un placement hasardeux, c'est pas un placement sur lequel on peut faire des coups. Le directeur d'Eco-Emballage a été convoqué ce soir au ministère de l'écologie pour s'expliquer, car c'est Jean-Louis Borloo qui a révélé l'affaire. Je n'accepte pas que 60 millions d'euros destinés aux collectivités locales soient placés dans un paradis fiscal. Voilà. Si aucun contrôle n'est mis en place, Eco-Emballage pourrait perdre l'agrément de l'État pour gérer cet argent. En attendant, les financements du tri sélectif sont garantis aux communes, au moins jusqu'en 2010.
Et on s'arrête un instant sur les effets de cette crise au quotidien. Elle se fait sentir, on l'a beaucoup dit, dans l'automobile. Elle a aussi des effets directs dans l'immobilier. Il y a quelques semaines, nous avions consacré un reportage dans le magazine Envoyé spécial à ces familles prises à la gorge par le ralentissement ou l'effondrement du marché. La situation s'est-elle arrangée? Voyez l'enquête de Romain Messi et Arnaud Wust. Officiellement, depuis l'été, ils sont voisins. Tous propriétaires d'un appartement dans cet immeuble de la banlieue stéphanoise, le Jardin des Arts, avec l'envie de vivre ici. C'est le dernier sur la gauche, là-haut, vous voyez, près du volet ocre rouge. 71 mètres carrés, détail près. L'ennui, c'est qu'ils n'y vivent toujours pas. Les appartements devaient leur être livrés début juillet, mais le promoteur, en grande difficulté financière, a arrêté le chantier il y a 6 mois. Aujourd'hui, le Jardin des Arts est un immeuble à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes. Un coup dur pour ces copropriétaires qui ont déjà payé chacun plus de 200 000 €. 5 mois après, pas de nouvelles, pas de lettres, rien. Et puis voilà, vous avez vu le chantier. Pas habitable, pas d'électricité, pas d'eau. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dans aux tribunaux maintenant? Je sais pas. On va être obligé. De toute façon, on va pas rester comme ça des années à attendre. Ils s'estiment chanceux. Ils ont encore un logement. Ce n'est pas le cas d'Annie et Jean-Pierre qui n'ont pas souhaité qu'on les reconnaisse. Eux aussi attendent un appartement dans l'immeuble du Jardin des Arts, mais ils ont vendu leur logement pour le financer. Ils n'avaient jamais imaginé l'arrêt du chantier. En octobre, ils ont donc dû quitter les lieux, le cœur lourd. C'est dur de voir tout vide. Tout vide et puis pas savoir quand on en aura un autre, quoi. Merci. Toutes leurs affaires sont parties dans un garde-meuble. Vous habitez là maintenant. Eux n'ont eu d'autre choix que cette résidence hôtelière en attendant des nouvelles du promoteur et de leur appartement. Si je pouvais être vulgaire, qui se bouge le cul. Ça c'est spontané. Parce que la colère monte, quoi. Depuis maintenant 2 mois, Annie et Jean-Pierre vivent ici et le chantier n'a pas repris. Vous allez bien? Merci vous-même. Très bien, merci. Voilà. Yélissa Lagose, elle, essaye de vendre son appartement depuis 2 ans. Un 3 pièces avec balcon dans la banlieue de Strasbourg. À l'origine, elle espérait en tirer 170 000 € mais n'a jamais trouvé preneur. Ce jour-là, l'agent immobilier ne lui cache pas la vérité. Ce sera 135 000 € tout au plus. La crise est passée par là. On arrive à 135 000. Moi, en tant que professionnel, je dois me servir des références du marché local que j'ai. Je ne peux pas le surestimer. Yélissa Lagose doit vendre à tout prix, car sa banque lui a accordé un crédit relais pour acheter cette maison. La voilà donc aujourd'hui avec 2 logements sur les bras, un prêt à rembourser, sans en avoir les moyens. Ouais. Mon prêt relais s'élève au départ à 77 000, mais bon, comme maintenant ça fait 2 ans, on est à 81, 82 000, et il faut qu'on le rembourse avant ce décembre. Et tous les jours, l'angoisse de voir la banque lui réclamer le remboursement. C'est qu'une publicité, c'est bon. On a eu peur pour rien aujourd'hui. Rien ce matin, mais à nouveau peur demain. Il y a quelques jours, la lettre de la banque est arrivée. Et pour Yélissa Lagose, c'est un sursis. 6 mois supplémentaires pour rembourser son prêt relais, à peine un soulagement. C'est le cauchemar qui continue, 6 mois de plus. D'un côté, c'est pas plus mal, et de l'autre côté, bon, on n'en finit pas, quoi. Des fois, on sait plus, voilà. Toujours dans l'attente d'un acheteur pour son appartement, elle s'est résignée à mettre la maison en vente à son tour. La seule solution pour rembourser ses dettes. Il est 20h22 à suivre. Les plages de la Côte d'Azur sont-elles menacées? La question a ressurgi après les dernières tempêtes. La réponse des scientifiques dans un instant. Nous découvrirons le futur visage du ventre de Paris. Le quartier des Halles sera encore une fois entièrement reconçu. Les travaux géants vont durer 5 ans. Et puis la fin de l'aventure pour Loïc Perron, l'un des favoris du Vendée Globe. Son mât est cassé sur la route du pôle Sud. Nous l'entendrons. Mais d'abord la santé. Avec cette question, quelle est la première cause de handicap mental chez l'enfant si l'on met de côté
noter le facteur génétique. Réponse, l'alcool pendant la grossesse. On estime que 7000 nouveau-nés sont touchés directement chaque année. Pour les gynécologues, le danger est systématiquement sous-estimé par les mères, par les futures mères, et une campagne de sensibilisation a été lancée récemment. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Valérie Gaget, Pascal Stelletta. Il est à la fois son plus grand bonheur et sa plus grande douleur. Un enfant désiré qu'elle n'a pas su protéger pendant sa grossesse de son addiction à l'alcool. Je buvais, je dirais, au moment des apéritifs, quelque part, c'est un peu ça. Ou bon, à la limite, c'était midi et soir aussi. Hein. Est-ce que vous aviez conscience des risques de l'alcool pour votre bébé? Conscience des risques, non. Bon, je savais que c'était pas bon, comme la plupart des femmes, je pense, quand même. Mais de là à savoir les risques réels, non. Wilfried est né au Havre il y a 4 ans. Il ne pesait qu'1,6 kg. À l'hôpital Flaubert, il a rendez-vous avec le pédiatre qui le suit depuis sa naissance. Allez. Salut. Salut, tu me reconnais quand même? C'est ce médecin qui a fait le terrible diagnostic. Wilfried souffre d'un syndrome d'alcoolisation fœtale. Il restera handicapé à vie. Et à l'école, comment ça se passe alors? La maîtresse a l'air d'être contente. Elle dit bien qu'il y a un petit décalage quand même par rapport aux enfants de son âge. Par le fait, c'est qu'ils ne parlent pas. Donc ça fait beaucoup. Le langage, ça bloque beaucoup. Estelle a commencé à boire après la mort de son premier mari. Elle n'osait pas l'avouer de peur d'être jugée. Une femme qui boit, c'est déjà pas très joli, mais bon, enceinte, c'est encore pire, je dirais. Et la honte a certainement pris le dessus. Il y a des mamans qui refusent sur le moment de reconnaître cette consommation. Oui, tout à fait. Dans ces cas-là, on n'insiste pas. Par contre, on propose des soins pour le bébé. Ça est important. Et on a vu des mamans qui ont fait une démarche de soins pour elles-mêmes lorsqu'elles ont vu que leur bébé allait mieux. En France, un enfant sur 100 naît avec des lésions dues à l'alcool. Les plus atteints présentent souvent les mêmes anomalies physiques. Comme le montre cette photo, la taille de leur cerveau est plus réduite que la normale. Ils souffrent de troubles du développement et d'un retard mental qui les met souvent en échec scolaire. Et pomme, 1 mètre. Il n'existe aucun traitement pour guérir ces enfants. Bonjour. Bonjour Wilfried. Grâce à des séances de psychomotricité et d'orthophonie, Wilfried a beaucoup progressé. Mais la prise en charge coûte cher, jusqu'à 70 000 € les 6 premières années. Des dépenses évitables. Il faut agir en amont de la conception de la grossesse et en tout début de grossesse pour dépister ces femmes-là qui sont dépendantes, qui ont un réel problème avec l'alcool, sachant qu'une femme qui ne boit aucun verre pendant sa grossesse donnera naissance à un enfant qui est strictement normal. Depuis octobre 2002, un pictogramme est devenu obligatoire sur les bouteilles d'alcool. Mais il faut pratiquement une loupe pour le voir. Le message « zéro alcool pendant la grossesse » a encore du mal à passer. Pourtant, les médecins sont incapables de garantir une dose seuil qu'on pourrait consommer sans risque pour le fœtus. Même une seule ivresse, un soir de réveillon, peut provoquer des lésions irréversibles. À la fois chez les mamans et chez les fœtus, il y a des différences génétiques dans la façon de métaboliser l'alcool, ce qui fait que les effets vont être plus ou moins intenses. C'est-à-dire que, y compris chez des jumeaux d'une femme qui consomme, il peut y avoir 2 atteintes différentes chez les faux jumeaux. Après 2 cures de sevrage, Estelle a totalement cessé de boire. Son fils va mieux, mais elle ne parvient pas à se pardonner. La culpabilité, je l'aurai toute ma vie, étant donné que quand je pose les yeux sur lui, je ne peux pas oublier ce que j'ai fait. Je n'effacerai jamais le passé. Je peux essayer de corriger l'avenir, enfin d'essayer de faire des choses bien maintenant. Mon petit cœur. Ouais. En bref, le froid a fait une nouvelle victime la nuit dernière à Carcassonne. Un sans-abri d'une 60aine d'années a été trouvé mort sous le porche d'un restaurant. La levée des alertes à la neige et au verglas de Météo France dans le quart sud-est s'est opérée en milieu de journée. Ce matin, c'est en Haute-Loire, vous le voyez, près du Puy-en-Velay, que les flocons sont tombés en abondance. La circulation était très difficile. L'environnement, les plages de la Côte d'Azur sont-elles menacées? On l'entend de plus en plus souvent et la question a ressurgi après les dernières tempêtes. L'urbanisation ou l'érosion auraient grignoté certains rivages depuis une vingtaine d'années. Mais les scientifiques, vous allez les entendre, gardent la tête froide. Olivier Théron, Virgile Liado. Les plages sont-elles menacées par une montée des eaux?
Quand la houle et le vent se lèvent, rien n'arrête les vagues. La plage disparaît et toutes les constructions réalisées un peu trop près du rivage sont submergées. C'était le cas le 30 novembre dernier. La mer, on ne peut pas lutter contre, elle arrache tout, donc c'est la catastrophe. L'été, la plage prend ses aises. C'est un espace naturel mouvant, aux frontières de deux mondes. L'hiver, l'eau remonte et creuse le rivage, en emportant dans son ressac le sable et les galets. L'urbanisation du bord de mer accentue encore le phénomène. Les fleuves côtiers chargés de réapprovisionner le littoral en pierre descendu des montagnes donnent moins de galets que par le passé. En mer, les herbiers de Posidonie qui poussent tout près du rivage jouent un rôle déterminant pour limiter la houle, mais ils sont de plus en plus menacés. Avec tous les problèmes d'urbanisation du littoral que l'on a eu au cours des 20 dernières années ou 30 dernières années, on a eu progressivement une disparition de ces herbiers de Posidonie. Il n'y a plus de barrière naturelle anti-houle et l'érosion est là et les plages régressent. La tempête accentue encore le phénomène et détruit en quelques heures ce qu'il faudra des années pour reconstruire. La tempête, c'est ce qu'on fabrique dans ce bassin de houle, l'un des plus performants d'Europe. Le vent, les courants, la configuration de la côte, tout est reconstitué à l'échelle et modélisé. À Océanide, les ingénieurs mettent en place des solutions pour lutter contre l'érosion des plages, comme le géotube, une digue immergée. Dans cette baie, on a toute cette plage qui s'érode. On voit qu'avec la présence du géotube, on arrive à diminuer la hauteur de houle, donc l'énergie qui arrive à la côte. Donc une meilleure protection de la plage. Sur la promenade des Anglais, pour être sûr de garder une surface de plage suffisante, la mairie de Nice va devoir cette année agir de façon mécanique et apporter du sable et des galets. En engageant une somme de 500 000 à 1 million d'euros par an à l'échelle du budget de la ville, c'est raisonnable. Nous conserverons chaque année la même superficie que celle que Nice connaît depuis des siècles et des siècles. Sur la Côte d'Azur, une grande enquête vient d'être lancée pour surveiller l'évolution du trait de côte et évaluer l'impact du réchauffement climatique sur le littoral. Sur les 100 prochaines années, le niveau de la mer pourrait monter de 60 à 80 cm. Et toujours à propos d'environnement, sachez que l'amendement sur la taxe des sacs plastiques a été repoussé aujourd'hui au Sénat. On en avait parlé ici même, il instaurait une taxe de 12 centimes d'euros par sac. Il ne sera donc pas voté. Un nouveau projet de grands travaux à Paris. Il concerne le ventre de la capitale. En plein centre, le quartier des Halles. Il sera recouvert d'une sorte de bulle géante. Les travaux vont durer 5 ans. Cela fait des années et des années que les urbanistes réfléchissent et transforment ce quartier des anciennes Halles. Daniel Wolfram, Régis Maté. Les Halles, une histoire sans cesse recommencée. Avant l'aube s'anime tout le peuple des manutentionnaires. Ce qu'on appelait autrefois le ventre de Paris, le grand marché central, a bel et bien disparu avec ses magnifiques pavillons. Des dentelles de fer et de verre, construits par Baltard. Ils dataient du Second Empire, ils ont été sauvagement abattus en 1972 sous l'injonction du président Pompidou. Puis il y eut le trou, c'est-à-dire rien, pendant des années la risée de tous les Parisiens. Puis ce fut l'actuel forum, choisi par Jacques Chirac, avec ses pavillons en forme de parapluie, bien moches eux aussi. Mais voilà ce à quoi va ressembler le Forum des Halles dans 5 ans. Un gigantesque voile en composite de verre va recouvrir l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe, le tout ouvert de plein pied avec le parc, un paysage complètement retapé. La façade principale, si je peux dire l'ouverture principale, elle va être cette vision que vous avez là, une sorte de porte très horizontale, qui est à peu près de 140 mètres de large, avec 80 mètres de portée, qui se situe sur le parc. Les travaux vont commencer enfin. Le temps presse. Il faut en finir avec ce qu'est aujourd'hui le forum, des bâtiments vieillis, dégradés, des lieux peu sûrs. Il faut tout rénover. Depuis 4 ans, les projets les plus fous sont proposés, un à un retoqués, les architectes remerciés. Le forum sera donc ouvert sur l'extérieur, mais la gare RER, elle, n'est pas concernée par ces travaux. Dommage, près d'1 million de personnes y transitent chaque jour. L'hommage de l'Opéra Bastille à Paris à celui qui était considéré comme l'un des plus grands chorégraphes contemporains. Maurice Béjart avait révolutionné la danse dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis sa mort, il y a 1 an, 3 ballets sont joués. Serait-ce la mort, l'oiseau de feu et le sacre du printemps. Sophie Jouve, Didier Dahan.
C'est au premier Béjart que l'opéra rend hommage. Celui des années 60. Le révolutionnaire qui mettait en scène la jeunesse énergique de son époque. Et c'est Jérémy Bellingar, nommé Étoile il y a un an, qui incarne cette danse, éternellement jeune et spectaculaire. Il faut imaginer ce sacre du printemps 59. Le choc, la partition de Stravinsky devient un affrontement, homme-femme. On n'avait jamais vu des hommes dans des postures aussi physiques, aussi accrochés à la terre. Une libération des corps, mais aussi de la danse. Nous, les Occidentaux, je ne sais pas si on peut dire ça, si on peut philosopher 2 secondes, mais on est fascinés par les cultures traditionnelles et on a perdu tous nos rites. Et le sacre du printemps, c'est peut-être un de nos derniers rites en fait. Béjart prolongera le rite dans l'Oiseau de feu. Mais cette fois d'une manière plus solaire, plus apaisée. Il a interverti un petit peu les rôles, quoi. Les danseurs peuvent aussi se féminiser, tout en restant masculins, bien évidemment, mais apporter une sensibilité, apporter une générosité, pas être dans des stéréotypes d'interprétation, quoi. Les mecs, ce sont des mecs, et puis les filles, ce sont des filles, vous voyez ce que je veux dire? Dans son testament, Béjart s'adressait aux jeunes avec ces mots. Plus de danse, encore plus de danse. C'est exactement ce dont on a envie en sortant de l'Opéra Bastille. 2 nouvelles de football. D'abord le match nul tout à l'heure entre Nice et Grenoble, 0 partout en Ligue 1. Et puis en Ligue des Champions, les Bordelais se sont inclinés hier soir à Rome. 2-0, but signé Brigui et Totti. Les Bordelais continuent leur parcours européen, mais en Coupe de l'UEFA et non plus en Ligue des Champions. Le Vendée Globe est terminé pour Loïc Perron. Il était l'un des favoris en 3e position de la course dans le groupe de tête et son mât s'est cassé cet après-midi à l'approche du pôle sud. Vous découvrez ici les dernières images tournées par le navigateur. Hier, il était monté au sommet de son mât. D'après Loïc Perron, le plus dangereux n'est pas le dématage en soi, mais les moments qui suivent. On l'écoute. Les moments les plus dangereux, c'était pas au moment du dématage, c'est après. C'est la bonne heure, qui est au moins 1h30 qu'il a fallu que je prenne pour larguer tout le gréement. Le pont est couvert d'éclats de carbone dans tous les coins. Tout est noir un peu partout, avec les morceaux du mât qui pilonnaient sur la coque et puis sur le pont. Voilà, déception pour Loïc Perron qui devrait maintenant faire route vers l'Australie, l'Afrique du Sud ou Madagascar. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Des rassemblements et des manifestations des lycéens, étudiants et enseignants ont défilé dans les grandes villes aujourd'hui pour dénoncer ce qu'ils nomment le manque d'investissement dans l'éducation. Réponse de Xavier Darcos, les réformes se feront, je ne suis pas le ministre de l'hésitation nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h50, Louis Page. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.